Nous sommes le 22 Rabiul Awal 1443 Hijr, correspondant au jeudi 28 octobre 2021. Madame, Monsieur, assalamu alaikum et très heureux de vous retrouver dans le 20h30 sur la télévision albayenne. Voici les principaux titres. La communauté Tidjani de Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge du Maoulid. Des milliers de personnes d'Abidjan, de l'intérieur et l'extérieur du pays se sont réunies à la Zawiya Mère Sisa Bobo PK18 aux côtés du cheikh Moustapha Santa. Perturbation aujourd'hui de la circulation durant des heures sur plusieurs axes dans les communes d'Abobo Adjamé, Cocody et Yopougon. Les minicars, communément appelés Gbaka, sont en grève. On en parle dans un instant. Hors de nos frontières, en Éthiopie, la capitale de Tigré, Mekele, a été frappée par l'armée. Bilan 6 morts, 21 blessés selon des sources hospitalières. La 29e édition de la cérémonie de commémoration du Maoulid Nabi national des Tidjani de Côte d'Ivoire a eu lieu le 23 octobre dans la commune d'Abobo, au quartier PK18, avec la participation de plusieurs délégations venues d'horizons divers. Le reportage d'Adjouma Bokoum et Bamba Ibrahim est commenté par Seriki Barro. C'est la Zawiya Mère d'Abobo PK18 qui a servi de cadre à cette cérémonie de Maoulid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Occasion saisie par le cheikh Moustapha Santa, calife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, de parler de la grandeur du messager de l'islam. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est multidimensionnel. Le prophète n'a pas de nationalité. Sa nationalité, c'est quoi? C'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si les incrédules ont adhéré à l'islam, c'est à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à cause de son comportement. Parce que le prophète a dit lui-même qu'il a été éduqué par Dieu. Quelqu'un qui a été éduqué par Dieu, Dieu a parfait son éducation et celui-là n'est pas comme les autres. Plusieurs délégations de l'intérieur et de l'extérieur du pays étaient présentes à cette cérémonie commémorative. La Côte d'Ivoire est bien connue par ses grands maîtres et ses cheikhs du tasawwuf, de la spiritualité, qui ont su propager les préceptes de la Tidjaniya. Le Maroc est un pays qui tient à ce que ces relations soient toujours solides et fortes. Et Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, tient beaucoup à ça. Et donc la forte délégation malienne qui est arrivée ici, je voudrais la remercier, qui nous a fait honneur, qui a fait honneur à notre pays, ainsi que le président des Maliens de Côte d'Ivoire qui m'accompagne. Au nom de tous, je voudrais remercier sincèrement le cher Santa. Et ce matin, nous sommes venus nous recueillir à la mausolée de notre grand-père, Cheikh Alhaji Ibrahim Santa, et aussi bénéficier de sa baraka et de ses bénédictions avec la présence d'une forte délégation marocaine, malienne, et tous les shérifs et le petit-fils de Cheikh Ahmed Tidjani. Plus de 10 000 personnes ont pris part à cette journée qui a été sanctionnée par des conférences sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et faisons à présent un tour à l'intérieur du pays. La grande mosquée de Saint-Fra a abrité le 17 octobre dernier la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. L'unicité d'Allah et l'éducation des enfants sont les deux thèmes abordés au cours de cette nuit du Maoulid, nous dit Abdoulakim Odoluye. La dépravation des mœurs est un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société en général et particulièrement dans notre communauté. L'imam Alassane Sanogo a interpellé au cours de la nuit du Maoulid les parents sur leurs responsabilités face au comportement de la jeunesse musulmane qui s'adonne à plusieurs vices, dont la délinquance, la consommation des stupéfiants et les pratiques sexuelles malsaines. Les enfants étant l'avenir d'une communauté, chaque parent doit jouer son rôle pour leur assurer une bonne éducation pour une société paisible, a souligné le conférencier, l'imam Alassane Sanogo. Quant à l'imam Fani Issa, il a axé sa conférence sur l'unicité d'Allah à travers la vie du père du monothéisme, le prophète Ibrahim alayhi salam. La commémoration du Maoulid à Saint-Fra a pris fin par les bénédictions de l'imam principal de la grande mosquée, Traoré Suleiman.
Et comme annoncé dans les titres, la circulation sur plusieurs grands axes de la ville d'Abidjan a été perturbée ce matin par un mouvement d'humeur de chauffeurs de minicar, communément appelé Baka. Cette manifestation a engendré des heurts entre chauffeurs et syndicalistes. Ahmed Bakayoko et Diarra Mamadou ont fait le tour des gares routières pour s'imprégner de la situation. Reportage. Rond-point de la Riviera 2, ce matin nous sommes loin de l'ambiance habituelle. Aucun minicar, aussi appelé Gbaka, à l'horizon. Les clients ébahis ne se font aucune idée des raisons de ce vide et se retrouvent planqués aux abords des routes. Depuis 11 ans, je suis arrêté. Depuis je ne vois pas, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas les moyens aussi pour prendre les taxis compteurs. Donc je ne sais pas quoi faire, je suis confus. Donc oui, vraiment, sans Baka, on peut rien faire à Abidjan ici. Tout a débuté au carrefour de la Riviera 3, théâtre d'une scène chaotique résultant des tensions éclatées entre chauffeurs et apprentis des minicars. Entre 7h15 et 11h30, les Baka présents sur la ligne se comptent sur le bout des doigts. Les passagers rebroussent chemin, la faute aux violences, agressions et autres scènes de banditisme orchestrées par une bande de syndicalistes appelés Nyambro. J'arrive sur mon lieu de travail, je vois les apprentis se sont ramassés dans au moins 3 massacres. Venir commencer à tomber sur les passagers d'abord, commencer à les agresser, finir d'agresser les passagers, commencer à tomber sur nous-mêmes les syndicats. Donc moi, je suis victime, là où je suis même là. Ils m'ont blessé même partout, mon genou, tout a été touché. Ma main, tout, ma tête même, ils ont cassé les chevrons sur ma tête, tout. Pour s'enquérir réellement de cette situation déroutante pour les populations, nous nous rendons à Yopougon. Contrairement aux rumeurs, aucune perturbation en vue. Du côté d'Adjamé, les transporteurs soutiennent la grève, mais cette fois pour des motifs différents. Ces derniers, par l'entremise de Sila Alassane, dénoncent le pouvoir abusif des forces de l'ordre qui perturbe le fonctionnement normal des véhicules, ce qui constitue une source de tension. On a l'impression que les policiers de maintenant sont devenus corps habillés à cause des transporteurs. On augmente les taxes n'importe comment. Tu vas faire un papier aujourd'hui à 10 000, demain on te dit carrément 20 000. Nous sommes confrontés à au moins 3 barrages, 4 barrages, les policiers. Dès qu'ils sifflent, il n'a même plus besoin de tes pièces. Tu ajoutes, t'es pas ajoutes, tu vas payer. Depuis cet après-midi, la situation est de plus en plus détendue. Les forces de l'ordre mobilisées sont à pied d'œuvre pour rétablir cette situation embarrassante pour les populations dépendantes des transports en commun. Et dans le reste de l'actualité, le mouvement international de défense des droits de l'enfant Save the Children félicite ses partenaires de la société civile pour le combat mené en terre ivoirienne. La directrice exécutive était récemment ici même à Abidjan en vue de s'enquérir de ses actions de terrain. La rencontre a eu lieu au siège de la fondation Djigui, la Grande Espérance, assise à Makori résidentielle. Yacoub Kone nous fait le compte-rendu. Environ une dizaine d'ONG ou d'organisations de défense des droits de l'enfant ont pris part à cette assise. Elle représente les 65 organisations de la société civile qui prolongent en Côte d'Ivoire les actions de Save the Children dans le monde en faveur des enfants. La directrice exécutive de Passage en Afrique veut mesurer l'impact de ses partenaires sur les décisions et initiatives gouvernementales concernant les droits des enfants en terre ivoirienne. Elle veut comprendre l'impact que cette société civile a sur les lois nationales en matière de plaidoyer et d'impact que nous faisons sur les changements de politique en matière des droits de l'enfant. Donc c'est de vraiment comprendre le travail terrain que ces organisations font avec l'appui de Save the Children. Avant des échanges sur la continuité de la collaboration, chacune des organisations spécialisées dans un domaine précis a exposé sur ses actions en déclinant les perspectives. Et nous avons également dans ce partenariat un volet, n'est-ce pas, des droits des enfants, particulièrement dans les écoles confessionnelles islamiques, où nous avons pu élaborer des textes, n'est-ce pas, sur les droits des enfants, mais également les droits des parents. Selon le directeur pays Akebo Sawadogo, l'ONG internationale ambitionne d'accroître son appui financier à ses partenaires pour relever les prochains défis. Nous continuons de travailler avec nos partenaires financiers
pour accroître l'appui que nous faisons à ces organisations. Et comme je le disais, il y a aussi le nombre d'organisations, il y a bien sûr le nombre d'organisations que nous voulons agrandir. Notre objectif, c'est d'avoir des organisations nationales fortes qui vont ressembler, sinon même dépasser la capacité d'une organisation comme Save the Children. Save the Children a été créée en 1919 au Royaume-Uni. Elle est présente dans 120 pays à travers le monde, dont la Côte d'Ivoire, depuis 1991. Et une autre question qui préoccupe les ONG, il s'agit de la santé mentale. Elles se sont réunies récemment à Cocody pour échanger sur la prise en charge des personnes atteintes de cette pathologie. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, nous dit Masseni Bari. Cet atelier a porté sur le thème « Santé mentale, droits humains, genre et diversité en Côte d'Ivoire ». Il a permis de faire l'état des lieux de la santé mentale et de proposer des recommandations devant servir à mener des actions concrètes. La finalité, c'est de mettre en place un consortium d'ONG travaillant sur la question de la santé mentale pour faire le plaidoyer pour faire avancer le cadre juridique institutionnel et les mécanismes de réponse à la santé mentale, plaidoyer aussi à l'endroit de l'État. Et puis maintenant, la sensibilisation des familles, des communautés, des populations en général pour mettre la question de la santé mentale au cœur de nos activités et répondre aux besoins des personnes vulnérables. L'accès au traitement est un véritable défi, souligne le professeur Kwa Semion Médard, coordinateur du programme Samantacom. Il existe dorénavant des solutions adaptées, culturellement adaptées. Aujourd'hui, on collabore avec les guérisseurs traditionnels, les leaders religieux, pour qu'ensemble, avec les professionnels de santé qui sont dans les villages, qui sont dans les villes, qui sont dans les hôpitaux, pour qu'ensemble, on puisse prendre en charge les problèmes de santé mentale. Selon la Fédération mondiale pour la santé mentale, entre 75 et 95% des personnes souffrant de troubles mentaux dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires n'ont aucun accès aux services de santé mentale. Un mot de santé, un mot de sport à présent et en bref, le président ivoirien Alassane Ouattara a inauguré ce matin le centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens situé à Cocody. Il s'agit d'une infrastructure multifonctionnelle de 1200 places construite à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA et principalement dédiée à la promotion du taekwondo. Le taekwondo est la seule discipline sportive qui a offert à la Côte d'Ivoire une médaille d'or aux Jeux Olympiques, notamment avec Cissé Cheikh Salah, médaille d'or au JO de Rio 2016 dans la catégorie des moins de 80 kilos. Poursuivons avec l'actualité hors des frontières ivoiriennes. La Voix de l'Amérique nous relate en 60 secondes les faits marquants sur le continent africain ces dernières 24 heures. En Éthiopie, l'armée a mené une frappe aérienne sur la capitale de la région du Tigré, Mekele, faisant 6 morts et 21 blessés selon une source hospitalière. Le gouvernement a déclaré que le raid a détruit une usine utilisée par les rebelles du TPLF pour l'entretien d'équipements militaires. Au Soudan, les manifestations se poursuivent au 4e jour d'une opération ville morte suite au coup d'État. Après une nouvelle nuit de heurts avec la police, les manifestants hostiles au coup mené par le général Abdel Fattah al-Burhan font pression pour un retour du pouvoir civil. 7 manifestants sont morts depuis lundi. La CEDEAO a jugé la décision d'expulser son représentant à Bamako d'extrême. Le ministre des Affaires étrangères malien avait justifié cette décision par le fait que M. Boli se serait engagé dans des activités hostiles à la transition dirigées par les militaires. Le président mozambicain Philippe Nyusi est poursuivi à Londres par une entreprise au centre d'un scandale de près de 2 milliards de dollars qui a plongé son pays dans une crise financière. Une grande partie de l'argent a disparu et le pays a ensuite fait défaut de remboursement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. À demain pour une nouvelle édition. En attendant, excellent suite des programmes sur la télévision albayenne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.